à l'ONAS dont la garde à vue est prolongée à la DIC. 186 Sénégalais bloqués dans le désert libyen, rapatriés à Dakar demain jeudi. Vous entendrez les explications du secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur. L'exploitation de pétrole à Sangomar et les risques sur les îles du Saloum et leur population. Un exercice de simulation d'une pollution marine prévu à Foundiougne cette semaine. Une initiative de la ASMAR. À suivre également dans la seconde partie de ce journal, la page internationale avec Boubacar Diam. Malal Diagne va nous rejoindre pour les sports, dominés par la demi-finale du tournoi de l'UFOA Zone A au Sénégal qui affronte la Guinée à 16h pour une place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À suivre également la revue de presse et point de vue qui va s'intéresser aujourd'hui aux 6 mois de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Abdoulaye Diop assure la technique de ce grand journal. Bonjour et bienvenue. Direction la mosquée omarienne où nous retrouvons Seydou Nourba. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bonnet. Bonjour à tous. Alors, la levée du corps de Amadou Makhtar Mbow, décédé hier à l'âge de 103 ans, est en cours. Elle se poursuit sous le hangar, juste à l'entrée de la mosquée omarienne, sous le hangar et sous une tente qui sont face. Il y a beaucoup de monde parmi les Sonko, le ministre Chakiyandé, l'ensemble du gouvernement, en tout cas représenté par la PM. En tout cas, il a annoncé que la cérémonie a démarré vers 11h. Tour à tour, les personnalités ont pris la parole pour revenir sur la personnalité d'Amadou Makhtar Mbow. Amadou, ancien ministre de l'économie et des finances sous Macky Sall et qui est l'époux de la fille d'Amadou Makhtar Mbow, Awa Mbow Kane, a carrément dit le souhait qu'il défend de voir sa prière ici dans la mosquée omarienne, mais aussi de voir ses prières ici sous le hangar. Chose faite donc actuellement, c'est le khalife de la mosquée omarienne, qui a pris la parole. On est presque arrivé, n'est-ce pas, aux prières de la dépouille allongée quand même juste en face du hangar, devant un monde venu très nombreux assister à cette prière du Sous-Voyant. Seydou Nourouba, donc en direct de la mosquée omarienne où se déroule actuellement la levée du corps d'Amadou Makhtar Mbow, ancien ministre et ancien directeur général de l'UNESCO. 196 Sénégalais en Libye, ils étaient bloqués en Libye, ils vont être rapatriés demain par vol charter. Je propose de suivre les explications de Khadim Bambafal, il est attaché de cabinet au secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur. Il est interrogé par Awambaya. Comme à l'accoutumée, on est en train de préparer ce rapatriement, prévu quand même demain, 10 septembre 2024, par vol charter en provenance de la Libye. D'ailleurs, ils seront quand même arrivés à Dakar, Inch'Allah, à 16h30. Pour l'instant, le secrétariat d'État, par l'entreprise d'intégration africaine des affaires étrangères, a déjà préparé des dispositifs pour pouvoir les accueillir quand même ici dans le pays. C'était dans de très bonnes conditions parce qu'une fois, il faut rappeler que le secrétaire d'État s'est déplacé d'abord en Libye pour pouvoir quand même les rencontrer, s'inquiéter de la situation, parler aussi avec les autorités libyennes. Et par la suite, même, on a obtenu gain de cause. Pour certains, ils étaient même quand même incarcérés. Et ils étaient finalement aussi libérés afin qu'ils puissent aussi rentrer au pays. Mais pour l'instant, ils sont dans de très bonnes conditions et nous aussi, au Sénégal, on va les accueillir à la plus belle manière pour pouvoir même leur faire comprendre qu'il est possible même de rester et réussir ici sans partir. Dans l'actualité judiciaire, la Diop est toujours en garde à vue dans les locaux de la division des investigations criminelles. La prolongation de sa garde à vue expire d'ailleurs ce soir. L'ancien ministre des Sports et ancien directeur général de la LONASE est poursuivi pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il a été interpellé donc samedi dernier et devrait être confronté à Mohamed Djan de 1xBet qui a déclaré donc lui avoir versé 7 milliards de francs CFA. Il est 12 heures passées de 6 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Il sera officiellement présenté le 7 octobre, mais RFM déjà s'est procuré une copie du document de référence de politique économique et sociale du régime de Bassirou Diomaye Faye.
qui compte donc donner une grande place au secteur privé dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, mais aussi de l'énergie. C'est une très bonne option, selon l'économiste Mor Gassama. Il souligne que le secteur est incontournable dans le développement du pays. Il est interrogé par Elan Djogoudjen. Ce pays, dans cette situation, si on n'investit pas dans l'agriculture, on dépense énormément d'argent pour acheter, donc pour importer des denrées de consommation. Rien que le riz et le blé, c'est pratiquement plus de 500 milliards. Ouais, maintenant, après arrivent les autres denrées. Et tout cela, je pense qu'avec un secteur privé organisé, on pourrait renforcer, booster davantage la production et la transformation sur place, ce qui nous conduit directement à une industrialisation. Je pense que c'est une cohérence, c'est vraiment une cohérence, quoi. Le Sénégal, qui est devenu maintenant un pays donc pétrolier, peut renforcer ce secteur-là, mais aussi faire de telle sorte que le prix soit abordable pour le Sénégalais lambda. Ce qui fait que non seulement ça va booster donc les activités, mais au-delà aussi, ça va permettre aux Sénégalais de conserver ou d'améliorer le pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas espérer atteindre certain niveau de performance si vous n'impliquez pas le privé. Ça, c'est un passage obligé. D'ailleurs, dans la théorie économique, on le dit, la gestion publique n'est pas optimale parce que souvent, l'État, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément faire des bénéfices, mais c'est plutôt améliorer le bien-être de la population. Ça veut dire que s'il faudrait dépenser plus pour améliorer le bien-être de la population, l'État n'hésitera pas. Mais en même temps, on a constaté que souvent, ceux qui travaillent pour l'État, les fonctionnaires, ils sont guidés souvent par la recherche davantage de pouvoir, d'influence. Ça veut dire qu'ils ont toujours tendance à avoir un budget beaucoup plus grand et la gestion n'est pas forcément efficace ou optimale, ce qui n'est pas le cas pour le privé. Le nouveau régime est attendu également sur la création d'emplois, mais aussi l'accompagnement des entrepreneurs. 268 millions de francs CFA, c'est le montant global destiné à la région de Louga pour des financements émanant donc de la DER/FJ. La dite structure a pour objectif de rendre les femmes plus autonomes et de permettre aux jeunes de rester dans leur terroir et de donc tourner le dos au phénomène de l'immigration irrégulière. Des bureaux d'information sont aussi mis en place afin de résoudre certains problèmes, selon Aïdom Bodj, qui exhorte les bénéficiaires à travailler correctement pour pouvoir rembourser à temps. Aïdom Bodj au micro de Nafissa Toundiaye. À partir du 24, nous mettons en place une plateforme. On pourra bénéficier d'un montant de 268 500 000 qui sera délivré par appel à projet à travers une plateforme. Donc il suffit de souscrire au niveau de la plateforme pour effectivement accéder à ce financement. Il y a un différé de 3 mois, donc payable sur 15 mois. Et je pense que les porteurs de petits projets peuvent se suffire à cela. C'est compte non tenu du nanocrédit qui démarre avec 50 000 francs sur la même plateforme de nano et à chaque fois qu'on rembourse, on augmente 25 000 francs, c'est-à-dire 75 000, 100 000, jusqu'à 500 000, jusqu'à 2 millions. Les recouvrements nous posent problème. C'est pourquoi nous avons fait revenir la direction du recouvrement avec un bon staff. Il y aura des gendarmes. Nous avons contracté 2 grands ténors du barreau, Maître Bamba Sissé et Maître Elsan Sissé. Mais il y a des agents de recouvrement. Nous avons mis à contribution les ASP. Nous avons des ASP. Même dans les antennes, il y a des ASP. Donc, je pense que nous allons recouvrer. Et je leur avais promis ça lors de ma prise de service. Par nature, je n'aime pas que les gens détiennent des dettes alors que d'autres en ont besoin. Nous quittons Louga au nord du pays pour le centre, à Kaolack, à Wakhingouna précisément. Là-bas, des populations ont marché dans les rues pour dénoncer les coupures d'eau qui sont récurrentes. Une eau de mauvaise qualité selon les manifestants qui déplorent aussi la cherté des factures. Le collectif And Tahaou Wakhingouna exige la résiliation du contrat avec Flexo. Son secrétaire général Amat Mbaye est au micro de Fatou Mbowa. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. On va suivre Amat Mbaye, qui est le secrétaire général du collectif And Tahaou Wakhingouna, un collectif donc qui a organisé une marche pour dénoncer les coupures d'eau qui sont récurrentes dans la zone. Une eau de mauvaise qualité également, selon les manifestants qui déplorent aussi la cherté des factures. Le collectif And Tahaou Wakhingouna exige la résiliation du contrat avec Flexo. Voici son secrétaire général, il s'appelle Amat Mbaye, il est avec Fatou Mbow. Aujourd'hui, nous avons organisé cette marche pour dénoncer le comportement de Flexo concernant l'eau, concernant notre forage. Aujourd'hui, nous pouvons noter que les factures sont très chères. L'adduction d'eau est terrible
à Wakanguna. Et c'est le moment de le dénoncer. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche pour inviter les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités par rapport à cette situation. Pourquoi pas revoir les contrats de Flexo? C'est pourquoi nous avons organisé cette marche pour dire non à tous ces problèmes-là que nous rencontrons dans notre localité. Pour ce qu'on fera quand on n'obtiendra pas gain de cause. Nous croyons qu'on va obtenir gain de cause parce que nos nouvelles autorités recommandent ce qu'on appelle le Djubanti et nous pensons que ce Djubanti-là, on va le faire avec Flexo en renégociant son contrat parce que c'est un contrat qui n'arrange pas les populations rurales. Et ce contrat doit être non seulement revu, mais c'est un contrat qu'il faut même éliminer s'il le faut pour que les populations rurales puissent retrouver leur eau, puissent retrouver leur forage, puissent retrouver la paix. Nous restons dans la région naturelle du Sine Saloum où depuis juin dernier, la compagnie australienne Woodside a démarré la production de pétrole du champ de Sangomar, une exploitation située dans le delta du Saloum, une zone de pêche avec un écosystème très riche. Les risques sur l'environnement, les activités économiques et les communautés sont réels. Un exercice de simulation d'une pollution marine par les hydrocarbures va être organisé cette semaine par ASMAR. Ça se passe à Foundiougne où nous retrouvons Aminata Goudiaby. L'extraction et le raffinage du pétrole au fort de Sangomar expose les communautés à d'éventuels dégâts. Une catastrophe maritime non souhaitable pourrait bien subvenir et ce serait un coup dur pour l'environnement et les activités de pêche. Selon Mamadou Ndiaye, capitaine de vaisseau et secrétaire général de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité et de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, ASMAR. L'impact d'un incident pétrolier en mer serait catastrophique non seulement pour la navigation, mais surtout pour nos côtes, nos ressources halieutiques et l'ensemble des populations qui dépendent de la mer pour vivre. La ASMAR prend les devants. Elle est en conclave à Foundiougne pour 4 jours. Les forces de défense en service dans la région et les élus locaux sont associés à cette rencontre. Les échanges permettront d'établir un dispositif de riposte afin de réduire les risques liés à tout type de pollution marine. Les activités d'exploration et d'exploitation au large de nos côtes exposent nos eaux à des dangers majeurs de pollution par hydrocarbures. Ici ajoute l'accroissement sensible du transport maritime au large de nos côtes du fait du contournement de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance par les navires de commerce évitant le golfe d'Aden. Il est essentiel que nous soyons capables de faire face à un incident éventuel de pollution par hydrocarbures afin de préserver non seulement notre développement économique mais aussi notre patrimoine naturel. Vendredi prochain, il est prévu à Foundiougne une simulation pour mieux sensibiliser les communautés des zones côtières sur les menaces auxquelles elles pourraient faire face. Une simulation essentielle pour tester notre préparation à répondre efficacement à ces menaces. La ASMAR s'efforce de renforcer les moyens de surveillance, de prévention et d'intervention en cas de crise. Un atelier a déjà été organisé à Saint-Louis sur la même thématique. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Nous laissons l'environnement marin avec la coalition contre les usines de farine de poisson qui lance un appel aux autorités. La pêche artisanale subit de plein fouet les répercussions de l'expansion de ces industries. À cela s'ajoute une pollution sur l'environnement. Les membres de la coalition ont déposé un mémorandum sur la table du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Mamadou Sarr, que je vous propose de suivre, il est le secrétaire national de la coalition contre les usines de farine de poisson. Il est au micro de Abdou Diouf Diagne. La coalition nationale contre l'implantation des usines d'huile et farine de poisson demande aux autorités sénégalaises application des recommandations issues des concertations sur la problématique des usines d'huile et farine de poisson tenues le 23 octobre 2019 et de geler toute nouvelle implantation d'une usine d'huile et farine de poisson au Sénégal à travers un arrêté ministériel. Fermer toute usine d'huile et farine de poisson ouverte après ces concertations. Usine de Kayar, usine de Sandiara. Fermer toutes les usines d'huile et farine de poisson qui polluent l'environnement. Interdire l'utilisation de poissons frais à la consommation humaine dans la fabrication d'huile et farine de poisson. Protéger les métiers des femmes transformatrices en signant le décret de reconnaissance des métiers de transformation artisanale des produits halieutiques. Adapter la capacité des usines et d'huile de farine de poisson à la production des déchets et des réduits de poissons. Prendre des mesures de gestion durable des ressources halieutiques régionales, en particulier pour l'exploitation des espèces partagées, tels que les petits pélagiques pour le bénéfice des communautés de pêche, des populations du Sénégal et de la sous-région. Appuyer les projets de valorisation des produits transformés pour faciliter leurs introductions dans le marché international. À Kayar et à Kafountine, il est 12h passées de 15 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
La rentrée des classes pour les élèves, c'est le 7 octobre prochain et risque d'être compliquée dans l'école Idrissa Diop, située dans la commune de Thiès-Nord. L'établissement centenaire menace de s'écrouler. L'alerte est des anciens de cette école construite en 1921. Ils demandent l'intervention des autorités locales, mais aussi de l'État. Cheikh Anta Diop. École Idrissa Diop, située au cœur de la ville de Thiès, derrière la gendarmerie. Cette école, construite par les colons, est actuellement dans un état de délabrement très avancé et menace ruine à quelques semaines de l'ouverture des classes. C'est une école qui a été bâtie en 1903 par les Français à l'époque coloniale. Même les arbres viennent de la France, sont arrivés par Saint-Louis, par un botanique français. Beaucoup de Thiessois ne le savent pas, mais c'est une école qui a beaucoup d'histoire. Beaucoup de personnalités sont passées ici, surtout parce que c'était la première école thiessoise. Et je suis passé ici il y a quelques temps. J'ai vu l'état de l'école, très délabré, des classes avec des toits qui sont tombés. Et je pensais que l'école n'avait plus d'élèves. L'école accueillait encore des enfants qui venaient apprendre. C'est un monument historique parce que ça nous a donné la chance de pouvoir apprendre à l'école, d'aller chercher des diplômes et de pouvoir réussir notre vie. Cette mémoire coloniale, il faut la sauvegarder. Selon cet ancien élève de l'établissement scolaire, il en appelle à une prise en charge collective pour aider les élèves. Donc on est arrivé quand même à refaire la toiture d'une salle, le plafond, refaire les peintures d'une salle et on a refait les bancs à neuf, une quarantaine de bancs pour qu'il y ait 2 salles qui ont des bancs neufs. L'idée, c'est de construire ensemble. Effectivement, je vais faire appel à 2. C'est un devoir des politiques de prendre soin d'une école comme ça. Une plateforme a été mise en place par les anciens élèves de cette école pour que les bonnes volontés apportent leur pierre à l'édifice. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Dans le sud du pays, l'académie de Ziguinchor prépare également la rentrée des classes et compte mettre à profit la journée Setal Sunu Réew du premier samedi du mois d'octobre pour désherber, désinfecter, mais aussi réparer les mobiliers de bureau. Pour cette année, l'objectif des autorités sur place est de travailler au dégel des écoles fermées du fait de l'insécurité dans les zones frontalières. Lamine Ba. La journée Setal Sunu Réew va être mise à profit pour désinfecter, désherber et réparer tous les mobiliers pour permettre aux écoles d'être opérationnelles dès le 7 octobre prochain. Cheikh Faye, inspecteur d'académie de Ziguinchor. Mobiliser la communauté autour de la journée de cette Setal nationale pour désherber les écoles, désinfecter, désinsectiser, n'est-ce pas, nettoyer les salles de classe et effectivement pour réhabiliter le mobilier pour on peut apprêter les infrastructures pour qu'elles puissent accueillir dans de bonnes conditions les élèves à la rentrée. La réouverture des écoles fermées du fait de l'insécurité, principalement dans les zones frontalières, est inscrite comme priorité par les autorités en charge du pilotage de l'éducation dans la région de Ziguinchor. Zones qui ont jusqu'ici été un peu délaissées à cause, n'est-ce pas, de l'insécurité, qu'il faudra désormais, avec le retour de la paix, prendre en charge au plan de l'éducation pour accompagner le retour des populations, à travers donc l'ouverture de nouvelles structures éducatives, mais également le dégel des établissements qui étaient fermés à cause du conflit. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor a fait part au CRD du gap en ressources humaines qu'enregistre la région de Ziguinchor. Oui, les besoins de personnel restent encore très élevés, aux alentours de 200, parce qu'au niveau de la région, on a beaucoup d'enseignants qui arrivent, mais c'est souvent pour des postes de responsabilité. Et parallèlement, il y a une augmentation des besoins par des nouvelles créations, mais également, il y a les besoins persistants non satisfaits qui étaient là depuis l'année dernière. Le comité régional de développement consacré à la rentrée des classes a retenu la décision de faire le suivi des recommandations dégagées. C'est pour apporter les correctifs nécessaires en cas de besoin. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Xibaaru politique ci RFM. À moins de 2 mois des législatives anticipées du 17 novembre prochain, les choses se dessinent déjà avec donc les coalitions, les partis politiques qui se créent. On a déjà vu 4 grandes coalitions. Quelles sont les conditions d'alliance? Comment vont se répartir donc les quotas pour la constitution des listes? Tentative de réponse avec Koumba Sandiane Faye. 36 partis politiques se réclamant de l'idéologie gauche s'allient avec Amadouba de la nouvelle responsabilité. Comment vont-ils se répartir les quotas pour chaque département? Selon Nicolas Ndiaye du parti LD, il n'y a pas eu de marchandage. Avant de se réunir autour de Amadouba, ils vont certes discuter des enjeux de cette députation et ça fera l'objet de débats dans les prochains jours. Parce que nous avons la même vision, la même analyse de la situation nationale et les mêmes perspectives en matière de législature. Pour nous, c'est ça l'essentiel. Maintenant, c'est vrai que nous devons discuter des députés, des investitures. Nous allons le faire et sans l'ombre d'un doute, nous allons nous entendre. Mais c'est pas
il n'y a pas eu un marchandage des députés avant de nouer l'alliance. Il y a eu une vision unique, commune, consensuelle de la situation grave où se trouve notre pays. Une autre coalition, Sam Sakado, dans laquelle des figures comme Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Déthié Fall, Thierno Bokoum, Anta Babacar Ngom et le Parti Pur. Justement, pour PRT, tout s'est fait naturellement. Pas de conditions d'alliance. Yatma Mbaye est le chargé de communication adjoint du Parti PRP. Parce que les programmes ont été à peu près similaires et vu le contexte dans lequel le Sénégal est, le peuple sénégalais qui véritablement est en train de subir un certain découragement, on s'est dit qu'il fallait s'allier par rapport à ces élections-là, y participer et essayer d'avoir une majorité. 165 sièges de députés à aller chercher, déjà 4 grandes coalitions se sont dessinées, toutes en quête d'une majorité parlementaire à moins de 2 mois des législatives du 17 novembre prochain. L'actualité internationale. 12h passées de 22 minutes, nous recevons Boubacar Dieng. Bonjour. Bonjour Youssouf. La crise humanitaire en RDC sous-financée selon l'ONU. Cette alerte des Nations Unies intervient à 3 mois de la fin de l'année 2024. Les besoins ont explosé alors que les moyens restent maigres. Pourtant, le pays compte près de 6,4 millions de déplacés internes, dont les 2 tiers se trouvent dans le nord Kivu, le sud Kivu et en Ituri, de même que dans l'est du pays, la RDC. Et pour faire face à cette situation, la République démocratique du Congo nécessite 2,6 milliards de dollars, mais seuls 37% de cette somme ont été débloqués par les bailleurs Youssouf. Nous parlons à présent des centaines de radios locales d'Afrique de l'Ouest qui lancent un appel à la protection des journalistes au Sahel. Elles sont plus de 500 radios locales ouest-africaines à lancer cet appel. Reporters sans frontières informe qu'au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad, les journalistes sont pris entre la violence des groupes armés et les pressions des autorités. Ces précisions sont signées à Wambaye. Les journalistes subissent assassinats et enlèvements dans le Sahel, selon Sadibou Maron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Les radios dites communautaires jouent un rôle important dans des zones souvent reculées où l'accès à l'information se restreint pour des raisons matérielles, sécuritaires ou politiques. Ces radios opèrent dans un environnement dégradé, de vastes étendues étant livrées à la propagation djihadiste et aux agissements des groupes armés au Burkina Faso, au Mali, au Niger ou au Tchad, rapporte Le Monde Afrique. Les journalistes témoignent sur les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent en zone de conflit. Ils disent voir les membres des groupes armés intervenir auprès d'eux pour changer le contenu des programmes, voire prendre possession de l'antenne. Selon toujours Reporters sans frontières au Tchad, les journalistes des radios communautaires sont trouvés directement dans leur maison et tués parce qu'ils ont couvert des conflits entre agriculteurs et éleveurs. À Wambaye, Israël qui continue, Boubacar, ses frappes meurtrières sur le Liban. Pour le 3e jour de suite, Sahel a mené des bombardements sur le sud du Liban dans la nuit du mardi au mercredi, a rapporté l'agence de presse libanaise NNA. Près d'1 million de Libanais ont déjà fui le sud du pays pour tenter de trouver refuge au nord. C'est un récit de Sodetiam. Dans une vidéo publiée hier, Benjamin Netanyahu affirme que Israël continue de frapper le Hezbollah au Liban. Pendant ce temps, les échanges de tirs transfrontaliers entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste se poursuivent. Pour la seule journée du lundi, au moins 558 personnes sont mortes et plus de 1500 blessées, soit le bilan le plus lourd au Liban depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël. C'est peut-être même la journée la plus meurtrière au Liban depuis la fin de la guerre civile. L'armée israélienne persiste et indique ce matin qu'elle mène des frappes de grande envergure dans le sud du Liban, quelques heures après avoir annoncé l'interception d'un missile tiré sur Tel Aviv par le mouvement islamiste libanais Hezbollah. Le pape François a dénoncé mercredi la terrible escalade au Liban, la qualifiant d'inacceptable et demande à la communauté internationale de faire son possible pour y mettre un terme. Et justement, la présidence slovène
du Conseil de sécurité de l'ONU annonce que l'instance allait se réunir en urgence ce mercredi 25 septembre en fin d'après-midi à New York. Merci Soletiam Youssouf, c'en est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Hier, mardi 24 septembre, était à 6 mois après donc la prise de pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. 6 mois après, nous ferons donc le point sur les orientations de sa gouvernance. Pour en parler, nous serons en ligne avec Malaw Kanté et M. Hassan Samb, tous deux des analystes politiques. RFM Sport. Et nous accueillons Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Youssouf Boudian. Nous démarrons avec le football, le tournoi de l'UFOA, zone A des moins de 20 ans. Le Sénégal qui croise la Guinée cet après-midi. Ce sera la deuxième demi-finale de ce tournoi de l'UFOA. Les deux équipes finalistes seront directement qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Mais avant, à 13h, l'équipe de la Sierra Leone jouera contre la Gambie. Cheikh Tidiane Diagne revient sur l'importance de cette victoire souhaitée par le Sénégal devant la Guinée-Conakry. Faire d'une pierre deux coups, c'est cela l'objectif des tenants du titre sénégalais. Battre en demi-finale la Guinée cet après-midi pour ensuite se qualifier à la fois en finale du tournoi de la zone A et à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Sorti leader de son groupe avec un succès 2-0 contre le Mali puis un match nul 2 buts partout face à la Gambie, les protégés de Serigne Saluya auront cependant fort à faire face à une équipe guinéenne qui n'a toujours pas perdu de match sur les 3 disputés en phase de groupe. Une victoire contre 2 matchs nuls. La confrontation de cet après-midi a des allures de revanche pour la Guinée qui, en 2017, avait été éliminée à ce même stade de la compétition par le Sénégal. Le match de ce soir sera certainement une autre paire de manches pour les protégés de Serigne Saluya. Cher Tidiane Diagne, les joueurs du Jaraaf Malal qui veulent aller loin en Coupe CAF. Ils veulent faire mieux qu'en 2021. Parmi ces joueurs, il y a Abdoul Aziz Diaw, l'un des acteurs de la dernière victoire du Jaraaf sur le Racing Club d'Abidjan. Que Sodetiam a rencontré ses ambitions, son envie, mais également son projet avec le Jaraaf. Sodetiam nous dit tout. L'ancien joueur de l'AS Pékin et de Guédiawaye Football Club est rentré au Bercail pour renforcer le club de la Médina. Le défenseur se réjouit de voir son nouveau club retrouver encore une fois la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Actuellement, on ressent une joie. Comment? Parce qu'on voulait cette qualification. Non seulement aujourd'hui, c'était chez nous. Actuellement, on a vu la mobilisation de tous les Sénégalais pour soutenir le Jaraaf. Comment? Actuellement, il fallait qu'on gagne ce match-là. Pour lui, sa présence ainsi que celle des 12 autres recrues explique les ambitions du Jaraaf cette saison. Je sais que Jaraaf a fait des recrues, non seulement pour le championnat, mais pour la Coupe CAF aussi. Parce que c'est un objectif dans le club. Parce que Jaraaf, c'est pas une équipe seulement locale au Sénégal. C'est une équipe de CAF, c'est une équipe de Ligue des Champions. Tu comprends? C'est pour cela que nous, actuellement, nous sommes là pour jouer pour le Jaraaf. Tu comprends? On est là même pas pour jouer seulement le championnat, mais on est là pour jouer aussi les grands rendez-vous, pour représenter le Sénégal. Avec son mètre à 85, le natif de Dakar croit aux chances de son nouveau club dans cette compétition africaine. Pour dire vrai, Jaraaf, c'est comme le Real Madrid au Sénégal ici. On joue pour viser loin, pour gagner quelque chose. C'est pour cela que Jaraaf a fait énormément de recrues pour être loin dans cette compétition-là. C'est pour cela que nous, on est là. Abdou Aziz Diaw et ses coéquipiers vont connaître leurs adversaires pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération le 7 octobre prochain. Et il compte apporter son expérience pour aider le Jaraaf de Dakar à atteindre ses objectifs. Si le Jaraaf de Dakar est considéré comme étant le Real Madrid du championnat sénégalais, il va falloir définir l'FC Barcelone pour qu'il y ait plus de choc. Tiki-taka. Tiki-taka. On va parler de Ligue Europa avec la première journée ce soir. AZ Alkmaar contre l'équipe de Boras. Dynamo Kiev contre Lazio Rome. L'équipe de POK Salonique jouera contre l'équipe de Galatasaray en Turquie. Manchester United reçoit l'équipe de FC Twente. La Real Sociedad joue en France contre l'équipe de Nice. En Espagne, on termine la journée du championnat espagnol, la 7e, avec le FC Barcelone justement qui joue contre Retafe à 19h. 2 heures avant, l'équipe de Gérone jouera contre le Rayo Vallecano. Youssouf. Merci beaucoup Malal Junior Diagne.
La presse de ce matin, passée en revue par Boubacar Dian. Bonjour Boubacar. Bonjour. La presse rend hommage à Amadou Mokhtar Mbow, décédé hier à l'âge de 103 ans. L'ancien ministre et premier africain directeur général de l'UNESCO nous a quittés. Un baobab s'affaisse, titre Le Soleil qui parle d'une vie au service de la mémoire et de l'identité africaine. Le journal qui rapporte l'hommage du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je cite, il laisse un héritage inestimable marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale. Fin de citation. L'Observateur fait ses adieux au professeur et retrace son parcours exceptionnel. Le journal propose également des témoignages de ses plus proches collaborateurs sentant au service de l'humanité. Enquête fait aussi ses adieux à Amadou Mokhtar Mbow qui a été au service de l'Afrique et du monde. Il a été l'architecte des grandes réformes éducatives au Sénégal, selon le journal qui fait part de la réaction d'Audrey Azoulay, actuelle directrice de l'UNESCO. Je cite, Amadou Mokhtar Mbow a vigoureusement défendu l'exigence de solidarité et d'égale dignité entre les peuples et les cultures. Fin de citation. Le journal LAS estime que c'est un siècle d'humanisme qui se referme. C'est plutôt une vie sans fin, sans avec C-E-N-T. Titre Le Quotidien, un patrimoine mondial de l'humanité disparaît pour Bosby Le Jour, qui cite l'ex-président Macky Sall qui considère que le professeur Amadou Mokhtar Mbow a traversé la vie utilement. Pour le professeur Bouba Diop, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Émotion et plus d'hommage à la une de Source A qui relaie les hommages du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de son premier ministre Ousmane Sonko et de l'ex-président Macky Sall ou encore de Khalifa Sall. Le Sénégal perd son patrimoine mondial, titre Walfadjri qui parle d'une unanimité sur la vie et l'œuvre du patriarche, mais aussi de son legs aux politiques. Pour Vox Populi, le Sénégal perd un sage engagé. Pour Vox Populi, le Sénégal perd un sage engagé. Amadou Mokhtar Mbow à jamais, s'exclame Sud Quotidien, pour qui un monument de l'éducation et de la culture, père du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, s'est effondré. Le journal décrit un homme toujours prêt à servir et rappelle son implication dans la lutte pour l'indépendance du Sénégal, les assises nationales, la Commission nationale des réformes. Justement, l'application des conclusions de ces assises nationales, le plus bel hommage qu'on pourrait rendre à Amadou Mokhtar Mbow, suggère Tribune au régime en place. Le gouvernement, justement, qui va dévoiler le 7 octobre prochain sa stratégie de développement 2025-2029. L'Observateur livre la recette du projet avec les 4 axes de la transformation systémique de l'économie sénégalaise. L'État table sur 18 496 milliards de francs CFA, révèle l'info qui livre quelques points de ce nouveau référentiel des politiques publiques. Par exemple, céder plus de place à l'initiative privée par le biais de partenariats publics-privés dans les secteurs productifs comme l'agriculture, l'industrie ou encore l'énergie. Pour enquête, le nouveau régime change de cap. Le gouvernement monte au créneau selon Libération qui annonce une conférence de presse ce jeudi pour faire l'état des lieux. Le journal s'intéresse aussi à la traque sans répit des présumés auteurs de l'agression en plein jour au HLM. La police frappe encore au cœur du gang selon Libération. En sport, Record consacre sa une à Mbaye Niang et parle de son instabilité, ses choix et comportements. Mbaye Niang, des hauts et des bas à lire dans le quotidien sportif du groupe Futur Média. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h passées de 34 minutes, nous arrivons à Point de vue. Le 24 mars dernier, le Sénégal a connu sa 3e alternance qui a porté à la tête du pays Bassirou Diomaye Faye. 6 mois après, nous faisons donc le point sur les orientations de sa gouvernance. Pour en débattre, nous sommes en ligne avec 2 spécialistes de la politique, des analystes politiques. Monsieur Malaw Kanté, bonjour. Oui, bonjour, Youssou Bodian. Alors, nous avons en ligne également Monsieur Hassan Samb. Bonjour Hassan. Oui, bonjour. Alors, nous démarrons avec Malaw Kanté. Après 6 mois d'exercice du pouvoir, comment vous jugez les premiers actes posés par le régime de Bassirou Diomaye Faye? Bon, on peut dire que c'est un bilan assez mitigé. Bon, maintenant, on peut parler effectivement de conjoncture, mais certains aussi peuvent parler effectivement d'un mauvais legs du défunt régime donc de Macky Sall.
C'est vrai, il y a quand même beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer effectivement ce bilan mitigé. Mais pour moi, justement, la cause principale aujourd'hui, c'est vraiment le manque de ligne politique, en tout cas claire, jusqu'à présent. Bon, ils ont pris le pouvoir, ça fait 6 mois. Depuis lors, on nous a toujours parlé effectivement de projets, de lignes politiques. Comme vous le savez, effectivement, il n'y a pas encore de déclaration de politique générale. Et on sait, sans DPG, justement, les gens ne peuvent pas avoir une lecture claire, effectivement, sur la politique du gouvernement, mais également les bailleurs et d'autres gens aussi vont être plus ou moins méfiants par rapport donc, à l'avenir politique et économique du pays. Donc, voilà, en gros, à mon avis, ce qui peut expliquer ce bilan mitigé. On peut également citer d'autres éléments, comme la lenteur, notamment par rapport au traitement effectivement de certains dossiers dont on parlait dernièrement, en ce qui concerne effectivement la révision des comptes. Donc, il y a eu beaucoup d'attentes et malheureusement, jusqu'à présent, on va dire qu'on n'est pas tellement encore sorti de l'auberge. Bon. Maintenant, ils viennent de s'installer. C'est vrai qu'en 6 mois, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. On ne peut pas juger sévèrement quand même ce régime au bout de 6 mois. Donc, ils sont en train effectivement de trouver leur pas. Bon, espérons que d'ici quelques mois, effectivement, ils proposeront aux Sénégalais quelque chose de clair. L'autre explication qu'on peut donner aussi à ce niveau, c'est au niveau parlementaire. Donc, on sait qu'aujourd'hui également, le président n'a pas les moyens de sa politique. Enfin, je veux dire, n'a pas encore cette légitimité au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir dégager des perspectives assez claires à ce niveau. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est les actes posés en termes d'orientation politique, économique, entre autres, du régime de Bassirou Diomaye Faye, ce sont des actes qui rassurent par rapport aux différentes promesses qui ont été faites? Pas exactement. Ce n'est pas tous les actes qui rassurent, bien sûr. Quelque part, on sent une réelle volonté, peut-être d'assainir l'espace public avec le double et le double D. La volonté est claire, l'intention de bien faire. Maintenant, parfois, cela est en porte-à-faux avec les faits. C'est ce qu'on a pu observer lorsque certaines promesses n'ont pas pu être tenues. Je pense notamment à l'appel à candidature. Et bien sûr, par rapport à la vie chère, il n'y a pas eu véritablement la rigueur qui aurait peut-être permis véritablement d'impacter le panier de la ménagère. Par rapport aux jeunes, l'immigration continue. Véritablement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et avec l'absence de déclaration politique générale et les atermoiements observés au niveau de l'Assemblée jusqu'à sa dissolution, nous craignons également qu'il y ait ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est comme si quelque part Diomaye et Sonko sont aussi victimes du syndrome de Stockholm, qui voudrait que les anciennes victimes reproduisent exactement les méthodes de leur bourreau. C'est-à-dire on est carrément dans les calculs politiques d'ordre électoraliste et on va nous replonger dans des polémiques politiques avec des tensions véritablement qui pourraient même obstruer, bloquer un peu le travail. En tout état de cause, l'intention est là, mais les difficultés, lorsque vous élisez un duo, c'est-à-dire un duo qui est au pouvoir, avec bien sûr le manque de clarté, qui est qui et qui fait quoi, entre le président et le premier ministre, ce scénario inédit nous a plongé également dans beaucoup d'hésitation et beaucoup d'inefficacité. Et véritablement, je pense qu'il faut corriger, et très rapidement, si on veut travailler. Et pour cela, asseoir une politique claire et ne pas mettre trop l'accent sur le bilan passé. Ça a été sanctionné. Tout le monde le sait.
il y a eu des aspects positifs, comme il y a eu des aspects négatifs. Les Sénégalais ont choisi pour la rupture. Vous avez promis la rupture, mais allez-y à fond. C'est ça qui manque, le fait d'y aller à fond. On est encore dans la campagne électorale. Et on doit nous replonger d'ici demain également dans une autre forme de campagne électorale. Justement. Voilà, et il y a dans des polémiques. Et c'est ça que moi, je déplore un peu, parce que c'est une perte de temps, en fait. Justement, on va arriver à cette conférence de presse du gouvernement prévue demain pour faire l'état des lieux un peu. Malaw Kanté, qu'est-ce que vous attendez de cet exercice et quel pourrait être le gain politique pour le régime en direction de ces législatives? Bon, à mon niveau, je pense que vraiment c'est justement ils ont intérêt d'une certaine façon à convaincre les Sénégalais. Bon, ils savent effectivement ce qui s'est passé. Ils ont vu justement, comment ça s'appelle encore, ils ont vu que les Sénégalais ne sont pas tellement satisfaits. Hein. Il y a eu un grand espoir au tout début, ça, il faut le dire. Bon, maintenant on peut. Justement, parce qu'on n'est que, bon, hein, ils ont encore fait, enfin, ils n'ont fait que 6 mois au pouvoir. On peut tolérer, on peut pardonner, mais les Sénégalais ont besoin d'explications. Et cet exercice qu'ils vont faire, justement, c'est pour expliquer, justement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'ils ont intérêt à convaincre. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Sénégalais, pratiquement aujourd'hui, ça n'a pas augmenté. Au contraire. Hein, les Sénégalais la plupart des gens constatent que justement il y a une certaine augmentation au niveau des prix. Sur le plan économique également, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de ligne claire. Bon, là aussi, on peut de toute façon expliquer ça aussi par, comme je disais encore une fois, ce mauvais legs. Mais on a vu que le taux de chômage a également augmenté. Alors tout cela, justement, ça fait quand même beaucoup, et surtout aussi sur le plan social. On voit que cet espoir aujourd'hui est en train de disparaître, surtout si l'on constate ce qui se passe au niveau social, notamment par rapport à la migration clandestine. Donc aujourd'hui, on assiste, bon, c'est comme une sorte d'exode d'une certaine façon. On a l'impression que les jeunes sont en train de fuir le pays. Et on continue encore de compter nos morts pratiquement par dizaines, par centaines. Et voilà, donc tout cela aussi montre d'une certaine façon qu'il y a un manque de patience. Et donc, j'espère tout simplement qu'ils diront aux Sénégalais, qu'ils donneront effectivement aux Sénégalais souvent des explications claires à ce niveau. Et puis, pourquoi pas, essayer de voir comment faire aussi pour faire renaître également cet espoir qui aujourd'hui semble être perdu par le passé. Hassan Samb, quel est l'impact que cet exercice effectivement pourrait avoir dans le choix des Sénégalais? Est-ce que vous pensez que c'est ce type d'exercice qui pourrait peut-être participer à convaincre les Sénégalais à continuer à faire confiance au duo Diomaye Sonko? J'estime qu'en réalité, on est en train de nous proposer une sorte de déclaration de politique générale sur la place publique. Cet exercice, c'est un peu ce qu'aurait pu être la déclaration de politique générale, qui n'a pas eu lieu. Donc, quelque part, ils sont en train de la faire sur la place publique, comme promis d'ailleurs par Ousmane Sonko à un moment donné. Donc, on va l'écouter, mais il ne faut pas qu'ils mettent trop l'accent sur ce que l'autre régime a raté. Ça, nous le savons. Les rapports nous ont assez édifiés. Plus les solutions. Nous sommes des Sénégalais tous, nous savons ce que nous avons vécu, ce que nous avons ressenti. Il y a des insuffisances, il y a des dysfonctionnements clairs sur le plan des institutions, sur le plan économique, macro et micro, économique ou macroéconomique, sur le plan démocratique, les libertés individuelles et collectives. Nous savons ce que nous avons souffert. Maintenant, on nous a vendu des ruptures systémiques. À partir de ce moment-là, il faut changer. Et nous attendons à voir quelles sont les orientations en la matière. Cependant, l'erreur fondamentale, c'est pour un gouvernement qui arrive, et peut-être depuis Macky Sall, c'est de croire qu'un changement systémique, c'est seulement du point de vue de la programmation. Parce qu'il y a le volet social, il y a le volet culturel, il y a le volet sociologique. La mentalité du Sénégalais, son comportement, l'éducation, l'absence de patience, l'absence effectivement d'engagement, le fait que les gens soient très pressés,
le fait que les gens ne croient plus en rien, le fait que les gens ne respectent plus rien, tout ça, ça doit aller de pair avec les réformes économiques fondamentales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers des ruptures en matière d'éducation, en matière de vivre ensemble? Quelles sont les ruptures fondamentales qu'il faut opérer? Mais ça, si on les néglige, s'il n'y a pas aspect réflexion fondamentale, stratégique, eh bien, la planification ne servira absolument à rien. Okay. Et ça, on vit ces difficultés depuis le président Macky Sall. C'est-à-dire, depuis Senghor et Wade, on n'a plus de président de la République qui est dans la conception et dans la réflexion prospective. On est dans les programmations conjoncturelles économiques. Et ça, il y a des insuffisances à ce niveau-là. Et ça, je le dis fondamentalement. Il faut que, dans ce projet-là, que les gens aient dans la réflexion fondamentale, qu'ils puissent changer certains paradigmes, qui ne sont pas seulement par rapport à un régime passé, par rapport à l'économie, mais par rapport à notre sociologie profonde. Et ça, je pense que je lance un appel pour que cette réflexion puisse entamer en profondeur et que les changements puissent impliquer des dimensions sociales, culturelles importantes. Sinon, c'est raté d'avance. Merci Hassan Sam. On va terminer avec Malaw Kanté. Par rapport aux législatives, on a vu plusieurs coalitions de l'opposition qui se préparent à faire face à PASTEF. Alors, depuis le début, d'après ce que vous avez vu, les actes posés, est-ce que vous pensez que PASTEF peut toujours avoir la confiance des citoyens sénégalais comme les autres régimes, après chaque alternance, on a vu, les régimes ont bénéficié carrément d'une confiance, notamment à l'Assemblée nationale? Bon, à mon avis, c'est pas gagné. C'est vrai qu'en général, les Sénégalais, c'est ce qu'ils font. Quand ils ont choisi le président Diomaye, j'imagine que certains pourraient être tentés par ça. C'est-à-dire que donner au président les moyens de sa politique. Et pour cela, il va falloir... il faut également, certains vont certainement voter pour vont essayer effectivement de donner la majorité. Mais c'est pas gagné, dans le contexte politique actuel dans lequel on est. Donc tout dépendra, comme je dis encore une fois, des explications qu'ils donneront, parce que quoi qu'on puisse dire quand même, il y a un certain désespoir, d'une certaine façon qu'on peut constater au niveau social. Bon, maintenant par rapport aux coalitions, l'avantage que le PASTEF pourrait avoir à ce niveau, c'est que on sent quand même une certaine, on va dire un certain manque d'idéologie au niveau des alliances. Bon, même si on constate que si on regarde très bien, par exemple, la coalition entre Amadouba, le PS, on pourrait parler effectivement de retrouvailles entre socialistes, puisque Amadouba lui-même était membre du Parti socialiste. De l'autre côté aussi, nous avons PDS, APR réunis, je dirais quoi de plus normal, puisqu'ils se sont tous effectivement des libéraux. Mais on voit que malheureusement, les gens ne sont plus dans cette dynamique idéologique. Et ça aussi, souvent, ça fait que le citoyen, parfois, il peut se perdre, puisqu'il ne sait pas trop exactement quel camp choisir. Alors, l'avantage du PASTEF, c'est qu'ils ont vendu un rêve aux Sénégalais. Donc, ils ont venu avec un rêve, et puis, d'une certaine façon, avec une certaine idéologie. C'est vrai que le patriotisme, c'est assez large, c'est assez vaste, c'est pas très clair, mais au moins, on sait qu'il y a un nouveau engagement, il y a une nouvelle forme d'idéologie, d'idées, de rêves que le PASTEF effectivement a vendu aux jeunes Sénégalais et qui, à mon avis, marche jusqu'ici. Bon, maintenant, qui vivra verra. On verra d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer exactement. Et ce sera le 17 novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Malaw Kanté et Hassan Sab, tous deux analystes politiques. Vous les retrouverez aux environs de 13h30 en Wolof avec El Hadj Ndiogou Diène. À 12h passées de 50 minutes, c'est la fin de ce grand journal. Merci d'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Abdoulaye Diop et Cheikh Senghor. À la production, Ali Ouba, Amadi Ndiaye. Merci à la chef d'édition, Awambaï, pour la coordination. Retrouvez à 13h El Hadj Ndiogou Diène pour le journal en Wolof. Bon après-midi en compagnie des programmes de la RFM, la radio de toute l'actualité. C'était Youssouf Bodjon.